Vous êtes magistrat spécialiste de la question de la fraude sociale, ancien vice-président du syndicat de la magistrature, auteur de Cartel. Ah non. Je vous arrête tout de suite, surtout pas au syndicat de la magistrature, je suis toujours vice-président de l'association professionnelle des magistrats. De l'association professionnelle des magistrats. Vous faites bien de réagir à ça, parce que c'est un autre versant, ça. C'était une autre boutique, on va dire, Charles Prats. Tout à fait. Merci. Là, vous alliez faire avoir des syncopes à plein de gens. Ouais, je pense que là, ça a chaviré dans les chaumières. Charles Prats, un rappel quand même, ce plan. Alors, vous avez signé Cartel des fraudes aux éditions Ring, dont je conseille la lecture. Un plan anti-fraude sociale a été dévoilé par la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, qu'il évalue à près de 13 milliards d'euros de préjudice. Vous allez nous commenter ce chiffre. Donc, au programme, je vous la fais courte, plus de contrôles, des contrôles, des taxes pour les trafiquants de drogue, etc. En présentant mi-juillet son plan d'économie à 43,8 milliards d'euros pour 2026 pour réduire le déficit public, François Bayrou avait notamment évoqué cette fraude aux aides publiques. Charles Prats, j'ai l'impression qu'on parle de ça depuis combien de temps? Des lustres, non? Oh écoutez, oui, puisque on en parle. Moi, alors j'étais inspecteur des douanes avant d'être magistrat, donc moi je faisais de la lutte contre la fraude tous les jours. Et puis après, j'ai été pendant un moment magistrat en charge de la coordination de la lutte contre la fraude au ministère des Finances de 2008 à 2012. Donc vous voyez, déjà à l'époque on en parlait. C'est moi qui avais rédigé le premier plan national de lutte contre la fraude, donc 2010-2011. Vous connaissez bien la question, du coup. Non, mais oui, et puis c'est surtout que c'est pas d'aujourd'hui qu'on répète les choses, qu'il y a des évaluations, etc. Là, vous voyez, Madame Vautrin présente un plan, mais rappelez-vous de Gabriel Attal, il y a 2 ans, qui présentait un plan. Enfin voilà, tout le monde présente des plans. Et j'ai coutume de dire que maintenant c'est bien gentil de dire on fait des lois, on fait des plans, on fait des évaluations. Il faut bosser, il faut aller chercher les fraudeurs. Concrètement, comment est-ce qu'on va chercher les fraudeurs en question? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des réseaux? Alors ça dépend de ce que vous voulez rechercher et si vous voulez travailler en grande masse. De la fraude aux prestations sociales, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Vous allez aller, on parle beaucoup des arrêts de travail, donc vous allez aller travailler pour essayer de trouver des arrêts de travail frauduleux, soit délivrés par des médecins complices, soit demandés par des particuliers fraudeurs, etc. Vous allez aller chercher les gens qui fraudent au RSA, vous allez aller chercher le travail dissimulé, le travail au noir. Pareil en fraude fiscale, vous allez chercher la fraude à la TVA, la fraude à l'impôt sur le revenu, etc. Donc il y a des tas de fraudes. Je vous renvoie vers mes bouquins et vers les catalogues entre guillemets de fraude, les typologies de fraude. Mais en grande masse, en réalité, ce dont on s'est aperçu et ce qu'on sait, alors qui est contesté médiatiquement, mais qui est quelque chose de démontré, ne serait-ce que. Charles Prats, vous êtes toujours là? Je crois qu'on a une petite rupture Oui, on vous entend de nouveau. Allez-y. Oui, je dis le principal problème que nous avons, c'est le surnombre d'assurés sociaux qui a été évalué par la Cour des comptes à plus de 8 millions de personnes en 2020, 75,3 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants à l'époque, et tout ça confirmé par l'Inspection générale des finances dans un rapport qui avait été remis à Gabriel Attal, où ils expliquent qu'il y a au minimum 4 voire 5 millions de personnes qui posent problème, qui sont prises en charge de manière superfétatoire. Mais est-ce que c'est compliqué parce que chaque fois on parle de ça, Charles Prats, est-ce que c'est compliqué d'aller les chercher, quand on dit traquer, très bien, mais les trouver, c'est simple ou pas? En grande masse comme ça, non, vous n'allez pas pouvoir demander aux contrôleurs d'aller chercher un par un les personnes, c'est pas possible. Comment ça marche? Vous prenez la branche famille, par exemple, les allocations familiales. Ils font une évaluation de la fraude, ils estiment qu'ils ont à peu près 5% de taux de fraude. 13 millions d'allocataires, ça fait 650 000 fraudeurs estimés. Il y a 700 contrôleurs. Comment vous voulez que 700 bonhommes fassent pour aller attraper 650 000 personnes? C'est pas possible. Donc, humainement parlant, déjà, vous avez un problème. On peut pas, avec le nombre d'agents que nous avons, aller récupérer l'ensemble des fraudeurs, vu l'étendue, vu l'étendue de la fraude. Alors après, on peut travailler de manière informatique. Par exemple, sur cette histoire des millions de personnes prises en charge en plus, la Cour des comptes, dans un tout dernier rapport, disait d'ailleurs que rien que sur la PUMA, ce qu'on appelait la CMU avant, vous aviez 2 400 000 personnes qui n'y avaient plus droit et qui pourtant en bénéficiaient toujours. Donc, vous voyez, vous êtes sur des masses énormes. Et ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut remettre à plat le fichier.
il faut sécuriser l'identité sociale, il faut passer à la biométrie, ce que d'ailleurs Gabriel Attal avait commencé à dire, puis Michel Barnier, etc. Parce que moi, j'explique depuis des années, sécurisation biométrique de l'identité sociale, ça permet de sortir du système ceux qui n'ont rien à y faire, dont les doublons, etc., de vérifier que tout le monde a bien droit à la protection sociale, etc. C'est ce travail qu'il faut faire, ça prend une législature, c'est un travail qui va se faire sur 4 à 5 ans, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais qu'est-ce qu'il nécessite, Charles Prats? Est-ce que ça nécessite des outils numériques nouveaux, une traque avec... Non, pas spécialement. Pas spécialement, ça nécessite une volonté politique et ça nécessite de lancer. Techniquement, les outils, on les a. La biométrie, votre carte d'identité elle est biométrique, votre passeport il est biométrique. On a des sociétés françaises qui savent très bien faire ça, qui ont fait des enrôlements de pays où il y a des centaines de millions d'habitants. Je pense à l'Inde ou au Nigeria, c'est des boîtes françaises qui ont fait ça. Donc on sait faire techniquement, et puis ça coûte pas très cher. Une carte à puce, une carte vitale biométrique, ça coûte rien en tant que tel. C'est du temps à jambes parce que les gens doivent retourner à la mairie ou à la Sécu pour se faire enregistrer les empreintes, etc. On peut même imaginer à ce moment-là un pont informatique avec le système des cartes d'identité et des passeports. Enfin, si vous voulez, techniquement parlant, c'est pas très compliqué. Et c'est pas très coûteux, contrairement à ce que les gens vous disent. Ça, c'est les gens qui veulent surtout pas le faire. Mais par contre, derrière, ça aurait un impact évident. C'est que si vous sortez 3, 4, 5 millions de personnes du système, je vous laisse faire les calculs en termes de milliards d'économies. Et les gisements d'économies, ils sont là. Ils sont pas dans dire on va mettre 45% de CSG aux trafiquants de drogue ou on va faire en sorte que les agents de contrôle de la Sécu puissent avoir accès au compte bancaire. Tout ça est marginal par rapport à ce que vous décrivez. Mais quel serait le frein politique? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas là-dessus? Ça paraît, quand on vous écoute, ça paraît simple, Charles Prats. Oui, mais vous savez, je l'ai déjà raconté. Octobre 2024, Michel Barnier me demande de passer le voir à Matignon pour lui proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre. Donc, je vais à Matignon, je vais voir Michel Barnier, on discute, puis après je passe 1h30 avec son cabinet et je leur explique ce qu'il faut faire. Là, je leur dis, voilà, si vous voulez faire une opération rapide, vous avez un rapport de l'IGF et de l'IGAS, l'inspection des finances, qui est sorti. Ils vous disent, il y a 1,5 million de personnes qui ont des titres de séjour qui sont arrivés en fin de validité et qui continuent de bénéficier de la sécurité sociale. Donc, et c'est quelque chose d'ailleurs que la sénatrice Nathalie Goulet avait relevé et s'évertuait à dire il faut faire ça depuis des mois voire des années. Donc je leur dis voilà, il y a un rapport, c'est documenté, allez-y, vous appuyez sur le bouton, terminez, vous sortez 1 million de personnes. Michel Barnier, le Premier ministre, vient aux 20h de TF1 pour dire aux Français voilà, je viens de sortir 1 million de gars dans le mois, ça fait X milliards d'économies. Et après je leur expliquais, puis voilà, vous avez aussi cette histoire de la PUMA, donc la protection universelle maladie, 2,4 millions de personnes qui en bénéficient à tort, c'est un rapport de la Cour des comptes, c'est documenté, travaillez là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut bosser. Et alors là, réponse en face du cabinet, oh là là, ça va être dur pour ces pauvres gens. Et voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. Alors même que le Premier ministre, lui, il a été très volontaire pour travailler là-dessus. Donc, en vrai, vous avez une espèce d'intériorisation à la fois chez les politiques, mais aussi dans la haute administration, du fait que lutter contre la fraude aux prestations sociales, ce serait faire la chasse aux pauvres et la chasse aux étrangers. Et donc, ils sont tétanisés par l'idée de se faire accuser de chasser les pauvres et de chasser les étrangers. Alors qu'en fait, vous ne chassez pas les pauvres ou les étrangers. On s'en fout de savoir si les gars ils sont de la planète Mars ou pas. C'est ça. On chasse la fraude. Et puis aujourd'hui, vu l'état budgétaire de la France, je crois que tout le monde a compris qu'on a un problème et on n'a plus les moyens de se permettre d'y aller comme ça de manière un petit peu timide. Je vais vous dire, Charles Prats, ce que vous nous racontez ne m'étonne pas. Est-ce qu'on peut imaginer ce que sera parce que ça viendra en discussion au budget, cette histoire, ce que sera l'opposition à l'Assemblée nationale? Il y aura même parce que s'il faut en passer par la loi, je ne sais pas si certaines choses seraient réglementaires, mais s'il faut en passer par la loi, j'imagine que certains partis politiques à la gauche de l'échiquier vont se saisir du Conseil constitutionnel, avec des risques de blocage, in fine. Oui, alors c'est envisageable. Oui, tout à fait. Alors sur la biométrie, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la position de la CNIL ne sont pas très favorables à l'utilisation de la biométrie en matière de lutte contre la fraude sociale. C'est assez hallucinant, mais bon, c'est comme ça. Sauf que je fais une parenthèse.
il va quand même falloir que le Conseil constitutionnel et la CNIL changent leur fusil d'épaule, parce que sans même parler de fraude sociale, tout le monde sait, non, tout le monde ne sait pas, mais vous savez que vous avez les données de quasiment tous les Français qui sont partis dans la nature, avec les fuites de données, la Sécu justement, France Travail, etc. Donc il y a les données de 40 à 50 millions de personnes qui sont dans la nature. Et donc c'est pour ça que tout le monde reçoit de plus en plus de mails frauduleux, de SMS frauduleux, etc. Parce qu'en fait, les identités complètes, date de naissance, numéro de sécu, adresse, mail, téléphone, etc. Ont été piratées et sont partis dans la nature. Et donc on fait face à une recrudescence d'usurpation d'identité ou de tentative d'escroquerie, etc. Et donc à un moment donné, le seul moyen de sécuriser, ça va être la biométrie. Donc là, il va falloir quand même que le Conseil constitutionnel et la CNIL comprennent que on a changé de paradigme depuis 1 an et demi, 2 ans, et que c'est pas on va peut-être pas mettre en place la biométrie, il faut le faire pour protéger les Français, les citoyens, et pas seulement les finances publiques. Ça sent l'enterrement de première classe, hein, d'après ce que vous nous décrivez, parce que le pouvoir politique n'ira pas. On est d'accord, ça ne changera pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'Assemblée nationale, vous allez avoir un projet de loi qui va arriver. Par principe, la gauche va s'y opposer, parce qu'on va dire lutter contre la fraude sociale. Et comme le projet de loi, il est vide, on va pas se mentir, hein, il est même pas encore déposé au Conseil des ministres, il doit être en train de tourner côté au Conseil d'État. Et moi, les informations que j'ai, c'est que surtout, il faut rien mettre dedans, parce que on veut essayer de faire voter quelque chose à minima, etc. Donc, ce qui va se passer, je vous la fais très courte. À gauche, ils voteront contre. À droite, le groupe RN, le groupe UDR, etc. Je pense que s'il y a rien dedans, ils le voteront pas. Ils auront pas tort d'ailleurs. Je suis même pas sûr que les députés LR, s'il y a rien dans le texte ou s'ils peuvent pas l'amender, le votent non plus. Donc en fait, ce projet de loi, il est mort-né. Et c'est pas forcément d'ailleurs un bon calcul de la part de Bayrou de commencer par l'Assemblée nationale plutôt que par le Sénat, parce qu'au Sénat, ils auraient pu présenter un texte tout charpenté, avec plus de mesures réelles dedans. Après, avec une navette à l'Assemblée, ça passait pas, mais en commission mixte paritaire, ils avaient la possibilité de faire quelque chose de faire correct. Quelque chose malgré tout de cet échange. Mais alors que là, en plus, ça va arriver en plein milieu des discussions budgétaires, loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale, avec le risque de censure qu'on connaît. Moi, cette histoire-là, honnêtement, je la sens pas passer l'hiver. Allez, merci vous, Charles Prats. Pour le plaisir, vous nous rappelez votre vice-présidence au passage. Vous êtes vice-président. Vice-président de l'association professionnelle des magistrats et donc un jour magistrat. Et toujours magistrat. Merci. Et merci en tous les cas pour cet éclairage. Pas très rassurant, je dois le dire, Charles Prats, mais en tout cas extrêmement documenté. Vous êtes quand même, à nos yeux, l'expert en matière de fraude sociale. Merci à vous. Dans un instant, le deuxième invité, le deuxième grand débat, ce sera Bérengère Dubus, chef d'entreprise, à propos de l'avenir d'une boîte française mythique, Duralex. Est-ce que Duralex se relève ou pas? La question est posée dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.